À la poursuite d'Olympe, d'Annie Jay. Paris, fin septembre 1682. Augustin de Cloreneau laissa aller sa tête contre le haut dossier de son fauteuil. Il passa avec lassitude sa main sur son front, comme pour effacer les rides qui le marquaient depuis peu. Sa jeune femme, Émilie, venait de laisser au jeu la coquette somme de 5000 livres. La semaine passée, c'était 3000, plus 15 000 de bijoutier et 1500 de couturière. Elle avait haussé les épaules avec grâce, pris son air le plus innocent et lui avait déclaré « Ne soyez pas pingre, mon ami, payez. Si j'avais su que vous étiez si embarrassé financièrement, je ne vous aurais pas épousé. Déjà qu'il me faut supporter votre peste de fille. » Mais ma chère, s'était-il insurgé, mes revenus d'une année y sont passés en à peine 2 mois. Elle avait poussé un soupir à fendre l'âme, puis continué sans pitié. Je m'ennuie à mourir dans cette maison. Une maison? Que dis-je? Un mausolée, avec en prime le fantôme de votre première femme pour toute compagnie. Est-ce gai? Ce décor est sinistre. Votre fille me déteste. Je gâche ma jeunesse auprès d'un vieux mari, et vous me reprochez des peccadilles. Elle était sortie sur ces mots avec l'air chagrin, mais sans l'ombre d'un remords. Après tout, se dit-il, je suis seul coupable. Émilie jette l'argent par les fenêtres, mais je ne sais rien lui refuser. Et ses collègues du Parlement de Paris de rire sur son passage. Le vieux conseiller de Cloreneau, ce modèle de vertu, remarié à une jeune veuve qui le mène par le bout du nez. Quant à sa fille, au dire de sa femme, Olympe avait été si odieuse qu'Émilie refusait de la revoir. C'est ainsi qu'Olympe avait aussitôt repris le chemin du couvent où elle était élevée depuis la mort de sa mère. Sa seconde femme avait commencé ses peccadilles peu après, d'abord un carrosse neuf et 4 chevaux gris, puis des meubles de bois précieux pour sa chambre, les vieux étant trop bourgeois à son goût. Ensuite, une chaise à porteur, des livrées de satin pour l'armée de domestiques qu'elle avait recrutée, et encore de la vaisselle d'argent pour recevoir ses amis. Et pour finir le jeu. Peut-être par goût, mais plus sûrement pour faire comme les courtisans qu'elle singeait en tout, faute de pouvoir les fréquenter. Car au grand dépit d'Émilie, son mari aimait vivre modestement et refusait d'aller à Versailles faire sa cour au roi. Augustin avait vite épuisé ses rentes pour payer les dettes de son épouse. En 1 an, il avait vendu sa réserve d'or, puis il avait hypothéqué son hôtel de l'île Notre-Dame. Puis, au comble de la honte, il avait détourné les biens que sa première femme avait laissés à Olympe. Et voilà qu'il s'apprêtait maintenant à dilapider sa dot. 150 000 livres qui lui auraient permis de trouver un mari de bonne noblesse. D'ailleurs, les prétendants ne manquaient pas, car sa fille, dès ses 12 ans, avait fait grosse impression dans les salons que fréquentait sa première femme. À défaut de mariage, Olympe resterait au couvent. La dot d'une religieuse n'étant que de 8 à 10 000 livres. Sa fille serait donc religieuse. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, dit tout haut Augustin de Cloreneau, comme pour faire taire sa mauvaise conscience. Après tout, 3 de mes 4 sœurs sont devenues religieuses par force, car nos parents ne pouvaient doter dignement que l'aînée. Elle ne s'en porte pas plus mal. Pourtant, il vit en un éclair sa fille de 16 ans au port de Rennes et ses beaux cheveux blonds vénitiens. En quelque temps, les religieuses, en l'accueillant parmi elles, les lui couperaient à ras. Il rentra brusquement la tête dans les épaules, comme s'il ressentait le froid des ciseaux sur sa nuque. Le lui apprendre de vive voix serait trop dur, pensa-t-il lâchement. Je m'en vais lui écrire que le plus tôt sera le mieux.